mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee ci li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Samba Thiam, c'est encore un plaisir de vous accueillir à Objection. Alors, Samba Thiam, pour vous présenter à l'opinion, vous êtes professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur agrégé des droits à l'UCAD également, mais aussi vous êtes un avocat à la Cour, ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Présentement, vous êtes le président de l'ONDH, l'Organisation nationale des droits de l'homme. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie aussi au nom de notre organisation, l'Organisation nationale des droits de l'homme. Un patrimoine national, Samba Thiam. Tout à fait. Oui, qui a gardé le silence depuis un certain temps. Pourquoi? C'est une belle question. Notre organisation qui a contribué énormément, largement à l'évolution démocratique, politique de notre pays, qui a joué un rôle fondamental. Cette organisation qui a accompagné, qui a aidé l'État à instaurer ce qu'on appelle la primauté du droit. Cette organisation se veut de rester neutre, d'observer, d'aider, de rappeler les principes. Il y a un moment où, avec une certaine instabilité, confusion, on ne se retrouve pas. Je pense que il n'est pas mal d'attendre un certain moment. Et puis parfois, il y a des organisations que je salue, qui interviennent, qui rappellent des principes et voilà, qui expliquent que pour parler, il faut choisir un moment. J'aurais du mal à trouver la manière d'exprimer, de faire passer le message, mais je tenterai de perpétuer la tradition de cette belle organisation. Avec de grands noms quand même qui ont été à la tête de cette grande organisation, j'en veux pour preuve les noms comme Boukounta Diallo, mais également Sidiki Kaba. Le dernier, c'est Djibril Badiane. Notre regretté Djibril Badiane. Regretté, que Dieu paie son âme, mais également... Une première femme avocate qui fut la première femme avocate, je me répète, et même qui Mamba est Signan, qui a été la première présidente de l'ONDH. Et puis vers les années 80-87, notre État, sous Abdou Diouf, cette organisation a été très remarquable. Première organisation de défense, de promotion, on va dire, de protection des droits de l'homme au niveau de l'Afrique, qui a influencé, qui a permis d'installer les mêmes esprits en matière de droits de l'homme un peu partout en Afrique. Maître Mamba Signan. Assam Diomania également, que nous saluons au passage. Tout à fait. Alors, justement... Tout ce monde est autour de moi. Oui. Et je ne fais rien sans les consulter. Je suis dans leur trajectoire. J'en profite pour présenter nos condoléances à la famille de notre ami Ousmane Sey, qui a beaucoup fait, qui rappelle, qui était d'ailleurs un disciple de Mamba Signan quand il commençait son métier d'avocat. Le Sénégal des bons moments, qu'en est-il aujourd'hui? C'est justement le prétexte pour parler de cette épineuse question, la problématique de l'état des droits de l'homme au Sénégal. Qu'en est-il de la situation d'aujourd'hui, Samba Thiam, professeur? Alors, la situation des droits de l'homme au Sénégal peut être présentée de façon mitigée. On va dire que les principes sont là, les mécanismes juridiques, les instruments internationaux que nous avons adoptés. Le Sénégal, en un moment, a montré un bon exemple, a montré au monde qu'on peut évoluer énormément, qu'on peut mener une belle quête de l'idéal des droits de l'homme.
nous sommes admirés, nous sommes regardés, nous avons ouvert, nous avons créé les chemins. Il nous faut alors préserver ces acquis. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets au point de craindre que ces principes, ces acquis soient bafoués davantage. Il faut que dans notre pays, qu'on continue la même trajectoire, qu'il y ait de plus en plus un cadre libre d'expression, qu'il y ait une possibilité de s'opposer dans ce pays. C'est la contradiction qui donne un sens à la démocratie. Samba Thiam, aujourd'hui, au regard des faits, vous avez parlé d'inquiétude. Comment en est-on arrivé là quand au départ, le pays était considéré comme un pays de démocratie, de liberté d'expression, mais aujourd'hui, nous en sommes justement au stade d'inquiétude. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Alors, je pense que je peux me tromper. Si il y a des jeux qui sont incarnés par d'autres personnes, qui se laissent emporter par des intérêts d'ordre privé, d'ordre personnel, s'il y a un rapport de force, s'il y a un camp et un autre, si nous sommes entre des hommes politiques qui s'expriment, qui jouent leur comédie, et nous, le peuple, nous n'allons pas nous retrouver, et la liberté d'expression, le jeu démocratique ne peut pas être organisé. Alors, un pays où les institutions existent, professeur Thiam, un pays où la régulation, justement, est régentée par des cadres aussi, un pays où des acteurs sont arbitrés par des règles, oui, finalement, qu'est-ce qui fait défaut? Alors, ce qui fait défaut, je pense, c'est le fait de ne pas mettre l'État en avant. C'est le fait de ne pas prendre la distance vis-à-vis des institutions de la République. C'est le fait de ne pas se soumettre au droit. Il faut que le droit soit en avant. Il faut que le politique se soumette au droit. Il ne faut pas que le droit soit au service du politique. De part et d'autre. Oui, de part et d'autre. Oui. Il faut que des deux côtés, qu'il y ait un respect du peuple. Que ceux qui dirigent respectent le peuple, que ceux qui s'opposent respectent les institutions de la République. Il ne faut pas qu'il y ait un jeu. C'est quelque chose de sérieux, l'État. La construction, on met énormément de temps, beaucoup d'années. Parfois, dans d'autres puissances, dans d'autres sociétés, des siècles et des siècles pour arriver à un certain niveau. C'est une quête, c'est une marche. Arriver à ce stade, il faut préserver. Il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas retourner en arrière. Interrogeons les faits au cas par cas. Aujourd'hui, professeur Samba Thiam, beaucoup d'arrestations, on parle plus de 500 personnes dans nos prisons. Oui, du point de vue de la remarque, quelle réaction avez-vous par rapport à cette situation? Si on décide de s'exprimer honnêtement, oui. Le fait qu'il y ait un grand nombre d'arrestations, a priori, on dit que ce n'est pas normal que d'un seul coup, qu'on arrête beaucoup de personnes, qu'il y ait une cascade, ce n'est pas normal. Dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit état de droit, on ne doit pas être arrêté parce qu'on a exprimé une opinion. Nous avons épousé, nous avons adopté ces valeurs. Mais il faut faire attention, il faut se dire, l'opinion que l'on émet, que l'on explique, doit aussi se soumettre aux lois, doit se soumettre à la réglementation. Délits politiques, il faut faire attention. Il y a des délits de droit commun. Si vous dérapez, si vous enfreignez, vous portez atteinte à ces règles que nous avons fixées, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière votre carcasse politique pour dire que, voyez, je suis arrêté, c'est pas normal. Donc, d'un côté, il y a l'abus de la part de l'autorité à éviter, et de l'autre côté aussi, il y a à respecter aussi les règles. Les règles, oui. Les règles de la société. Des deux côtés. Oui, des deux côtés, c'est une question d'équilibre. L'abus à éviter et les règles à respecter. D'un côté, il faut permettre à la société, aux individus, aux personnes
d'exprimer leur liberté, il faut favoriser ce cadre. Je serai très admiratif de ceux qui dirigent, de ceux qui détiennent l'appareil, de ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, s'ils font de sorte que, s'ils nous permettent d'exprimer librement, d'exercer librement nos droits fondamentaux. Mais nous aussi, qui réclamons l'exercice de ces droits, qui nous adressons à ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, nous devons respecter les règles de la société. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question des arrestations, mais aussi il y a les longues détentions. Et le jeu du parquet aussi, dans l'essentiel des dossiers en cours. Aujourd'hui, quelle appréciation en tant que professeur de droit faites-vous de ces questions? Je suis très inquiet. Je trouve que le procureur de la République a des pouvoirs très énormes qu'il peut utiliser, en abuser. C'est pas normal qu'il y ait une longue détention. Une longue détention veut dire alors déclarer la personne coupable, la punir alors qu'elle n'a pas été jugée. À mon avis, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence doit avoir un sens. Alors il faudra enclencher la machine et qu'il y ait une réaction rapide, que la personne puisse se situer. Il ne doit pas avoir aussi de justice. Pour certains, c'est rapide. Pour certains, on peut avoir une liberté provisoire. Pour d'autres, on vous place, on vous détient, on vous oublie. Aucun délai pour pouvoir dire au juge d'instruction, faites vite, menez votre enquête, et il y a un délai au-delà duquel, s'il n'y a pas de réponse, il y aura une libération d'office. Ouverture d'une information judiciaire, jusqu'à quand? Le procureur, justement, le procureur dispose d'une grande liberté. Il a le choix de dire, c'est sa politique criminelle par exemple, mais ce que je trouve anormal, c'est le procureur qui va dire cette affaire, et parfois même ça peut être jugé en flagrant délit. Il n'y a pas lieu de mener une enquête. Il l'amène en information pour retarder, pour malmener, pour sanctionner, pour faire souffrir. Et en détention, il choisit son juge d'instruction. Et c'est vrai, la loi dit que le chef de la juridiction du tribunal de grande instance va pouvoir désigner un juge d'instruction, mais cet avis ne lit pas le ministère public. Le procureur peut passer outre et chercher un autre juge d'instruction. C'est le patron, il est libre, c'est pas normal. Si on pouvait, on me dira de l'autre côté, ça dépend des moyens ou que les réalités ne sont pas les mêmes, mais séparons cette Vous connaissez situation. la législation française mieux que moi. Oui. Vous êtes avocat à la Cour barreau de Paris également. C'est ça. C'est pourquoi je disais que j'aime bien qu'il y ait un juge indépendant, un juge des libertés de la détention, que le procureur puisse aussi formuler sa demande. C'est une partie poursuivante. C'est pas normal. À chaque fois qu'on a des pouvoirs énormes, un auteur l'a dit, on est porté à en abuser. C'est le propre de l'individu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut qu'il y ait une contradiction. Il faut qu'il y ait des limites. La justice repose sur l'équilibre. Et dans des cas, pour ne pas le citer des procès, le procureur, on sent trop la main du procureur dans ces dossiers. Oui, alors, la main du procureur s'explique par le fait que c'est la loi qui lui donne cette possibilité de poursuivre. De dire qu'il y a tenter d'en abuser. Mais oui, non. Même tenter d'en abuser, il va falloir justement, qu'à un certain moment, il amènera au tribunal, la justice aussi doit faire en sorte qu'il y ait une confiance en elle-même. Qu'on puisse dire que si vous vous permettez de me poursuivre, de m'amener devant le tribunal, j'ai confiance en ces juges qui sont très indépendants, ces juges qui sont là pour rendre la justice, qui ne pourront jamais condamner tant qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves de certitude. Il va falloir, j'en profite, puisque j'ai discuté d'ailleurs avec mon ami Hassan Diamandiaï qui m'a rappelé que dans tous les cas, notre organisation, et c'est pour cela que je tiens le drapeau de l'ONDH, condamnons la violence, quelle que soit la forme. Rien ne justifie la violence. C'est le cas présentement dans l'espace public, des affrontements dans l'espace public. C'est pas normal. Il ne doit pas y avoir de violence. Ça ne se justifie pas. De chaque côté, il faut que ceux qui détiennent l'appareil permettent qu'il y ait une possibilité de s'exprimer librement, de manifester. Il faut aussi de l'autre côté, en manifestant, demander tout simplement librement manifester et respecter ce que la loi dit. Il y a des espaces, on peut se retrouver ailleurs. Il faut que j'en profite pour dire à ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, ce qui perturbe notre pays, c'est le politique. Il y a trop de politique dans notre pays. On ne travaille plus. Alors, tout est paralysé. C'est pas correct.
de la part de tous ceux qui s'impliquent dans la vie politique. Il faut qu'ils nous respectent, qu'ils respectent le peuple. Adressez-vous au peuple, vous qui vous opposez. Mais il y a des préalables quand même avant de s'adresser au peuple. Vous le disiez et avez l'habitude de le dire, c'est au moment d'élections libres et démocratiques, transparentes. Mais il y a les règles de départ aussi. En matière de peuple, oui, la seule règle, c'est de s'adresser à ce peuple, c'est d'établir un programme. oui. Je veux prendre le pouvoir. Quand je prendrai le pouvoir, je vais améliorer votre Mais situation. il y a la question des candidatures ici, Oui, mais non. qui pose également un problème. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Justement, le moment venu, Oui. vous déposerez votre candidature. Alors, s'il y a des actes, des situations faisant que vous ne pouvez pas être candidat, et je pense qu'au départ, il fallait éviter ces situations. Il faut mener un combat, il faut critiquer. Si votre candidature est déclarée irrecevable, il faut attaquer. Je pense qu'il y a même possibilité d'aller au plan international pour critiquer les décisions qui ont été faites. Avez-vous remarqué, et on a un exemple, Oui. d'un président qui a dit « Je peux briguer un troisième mandat, je peux être candidat » et a demandé au Conseil constitutionnel vérifier, apprécier. Et on a vu des réactions qui allaient dans le sens contraire. Malgré tout, le droit est venu dire il peut être candidat. Sa candidature est recevable. Mais c'est le peuple qui s'exprime. Vous parlez d'Abdoulaye Wade? En tout cas, le peuple Oui. a dit c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis mon président de la République. Et vous voyez ce qui s'est passé. Et alors, est-ce qu'on ne devrait pas s'adresser au peuple? Il faut qu'on arrête les violences. En définitive. Oui, ça n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la question de la place et du rôle de la justice, il y a la question de la perception de la justice. Cette perception, elle est encore faible par rapport justement à la confiance que le peuple se fait de la justice. Oui, oui, c'est problématique. Oui. Et c'est la justice de faire en sorte de conserver cette confiance qu'on doit avoir en elle. C'est par rapport à des actes, c'est par rapport à des décisions, c'est par rapport à la situation de personnes fortes qui expriment leur indépendance, qui expriment leur liberté, qui refusent toute pression. Dès qu'il y a un doute, quelle que soit la décision que vous allez rendre, elle ne peut pas être acceptée. Et surtout que la justice est rendue au nom du peuple. Alors, je suis d'accord, quand il y a ce bruit, quand il y a ce tohu-bohu, quand finalement les populations rejettent, ça pose problème. Et c'est pour cela que l'institution de la justice, la dame justice, doit reconquérir la confiance qu'elle mérite auprès du peuple. Mais il y a la question des morts déjà. Très regrettable. Tout à fait. Mais vous êtes aussi les défenseurs des droits humains. Sur cette question, on a plus d'une dizaine de personnes tuées au Sénégal, sans que l'on ne sache réellement les motivations, où se situe la vérité, enterrée sans connaître justement la vérité sur ces questions. Pour le défenseur des droits de l'homme que vous êtes. Nous nous inquiétons, nous condamnons, que je ne perde pas l'idée que les morts, c'est dans les deux sens. Oui. Du côté des populations, des personnes innocentes, des familles qui perdent, ça mérite une certaine défense. Il faut dénoncer, il faut crier, il faut demander, réclamer la justice. Il faut que ces victimes réclament la justice, puisque le juge ne peut pas se saisir d'office. Mais aussi du côté de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité, comme on les appelle, les forces de défense et de sécurité. Il y a des morts aussi de l'autre côté. Il faut le regretter, il faut dénoncer. Il ne doit pas y avoir de morts. Mort, c'est de la responsabilité de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité. Mort, c'est de la responsabilité de ceux qui sont là pour conquérir le pouvoir, pour chercher à récupérer le pouvoir et assurer notre sécurité, poursuivre notre bonheur. Il faut faire attention à son geste. Il faut faire attention à ses paroles. Et il faut chercher la paix. Sans la paix, rien ne peut s'opérer. Ni la croissance de notre société ne pourra pas avoir une bonne justice. Et finalement, nos prisons sont remplies. Oui, de ce côté-là aussi, dans des conditions difficiles. On a même assisté à des morts dans les commissariats
Oui, ça également, c'est un problème. Très regrettable à condamner. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que ce que nous étudions, notre culture, oui, c'est que la prison doit être vraiment, vraiment exceptionnelle. Je veux dire, en termes de droit, la détention, c'est quelque chose vraiment qui doit venir après. Oui. Dans un premier temps, c'est la liberté. Si je vois que vous avez des garanties qui me permettront de vous laisser libre et de vous permettre de répondre à mes convocations, je vous l'accorderai. Et il y a même ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Parfois, ça dépend des dossiers. Oui. Le fait de vous laisser libre, ce n'est même pas de votre sécurité. Quand il y a, par exemple, un acte criminel, il va falloir, c'est aussi, ça contribue à protéger la personne que de la mettre en détention. L'enquête aussi, puisqu'elle est menée au nom et pour le compte de la société, cette enquête doit pouvoir être garantie. Parce que si on laisse certaines personnes libres, et puisqu'elles sont soupçonnées, elles peuvent entrer en relation avec d'autres personnes. Ce qui empêcherait, ce qui annihilerait l'enquête qui doit être poursuivie. Et les bracelets, de plus en plus, on en recourt justement à ces bracelets. À tort ou à raison, oui, quelle réponse? Le bracelet est venu pour apporter une réponse. Oui. L'encombrement dans les prisons, oui, une alternative. Oui. Vous évitez la prison et ce bracelet, une fois condamné, ou bien même si vous risquez d'être en détention, et il y a des conditions qui sont posées, c'est pas à tort ou à raison. Il y a la loi, elle est précise, elle fixe des critères qui vous permettent d'y accéder. Il n'y a pas à privilégier certaines catégories ou d'autres. Pour toute personne peut bénéficier, être élu au port du bracelet. Oui, justement, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Samba Thiam. Il est professeur de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avocat à la Cour, mais également ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, présentement président de l'ONDH. Oui, la question des droits de l'homme, des droits humains en termes de sensibilisation et d'éducation peut être également un exemple pour éviter qu'on en arrive à des situations, oui, de casse et de conquête même quelque part dans l'espace public. Monsieur le directeur général, c'est une question de culture. Oui. Ceux qui nous dirigent, ceux qui détiennent l'appareil de l'État, puisque c'est l'État qui crée les règles, disant dans quelles conditions nous allons pouvoir exercer nos droits et libertés, doivent avoir la culture des droits de l'homme. Il faut que ça soit fixé dans leurs esprits. Il faut qu'ils aient eux-mêmes l'engagement, qu'ils se disent qu'ils sont des acteurs. Et surtout que quand ces personnes venaient au pouvoir, quand ces personnes venaient accéder, c'est grâce à la quête de l'exercice, de la jouissance de ces droits et libertés. Et donc une fois que ces personnes s'installent, devraient pouvoir permettre à cette culture de s'exprimer, de se traduire réellement, concrètement. C'est à partir de ce moment-là que les droits humains auront un sens. Oui, alors, est-ce nécessaire aujourd'hui de procéder à des réformes encore par rapport à notre système judiciaire? Oui, des réformes. Et de cas quelle par nature? cas, oui. Cela dépend des situations, cela dépend des domaines. Mais pour les droits de l'homme, les instruments, les mécanismes, oui, nous les avons. Oui. Notre constitution se réfère, ce n'est plus un débat. Je ne suis pas publiciste, pour les publicistes qui nous le rappellent, que tout ce qui est dit dans notre préambule a une valeur déjà constitutionnelle. Surtout qu'il y a des articles qui reprennent encore ces valeurs qui ont été émises. Oui. Alors, je disais que cela n'empêche pas de pouvoir concrétiser au niveau dans les faits. Oui. Alors, justement, la fonction d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir sur la base des lois, des règlements du pays. Ou de participer à son exercice. Oui, à son exercice. Mais aujourd'hui, on voit quelque part, et c'est la grosse crainte de pas mal de leaders politiques, on ne connaît pas à l'heure actuelle, à quelques 10 mois des élections, qui sont ceux qui doivent y participer et ceux qui ne doivent pas y participer. Est-ce qu'en démocratie, oui, c'est acceptable? Je peux me tromper. On n'est pas arrivé à un moment pour pouvoir dire qui peut participer, qui ne peut pas participer. Oui. La loi a prévu une procédure. Quand on arrivera à ce stade, quand ce moment arrivera, ceux qui veulent être candidats
déposeront et il y a un processus qui est prévu. Pour le moment, nous sommes dans une phase de conquête, dans une phase de séduction. Vous devez vous adresser aux populations, à ceux qui doivent voter. Vous devez les convaincre, montrer que vous êtes le meilleur candidat, que vous êtes en mesure de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes à ce stade. Je suis d'accord quand on me dira, ben, dans l'avenir, je risque d'être éliminé, je risque de ne pas être candidat. Oui, c'est ce qui explique ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Oui, il faut aussi voir pour quelles raisons on risque d'être éliminé de la course. Ça aussi, c'est lié à la personne, puisque les conditions de recevabilité touchent l'individu, la personne qui veut être candidate. C'est ce qui explique qu'il peut y avoir des problèmes. Alors, la conduite à tenir pour éviter ce type de situation est un préalable avant qu'on en arrive à ce moment de sélection des candidatures. Oui, alors... Et il y a quelque chose qui pose problème, c'est le parrainage aussi. Oui, justement, le filtre, du parrainage. La problématique de la question électorale dans justement son ensemble est une problématique majeure et non mineure aujourd'hui à résoudre pour nos micro-États africains. Oui, nos micro-États africains gagneraient à favoriser l'expression démocratique. Plurielle. Oui. Je crois que ce qui fait avancer un pays, c'est d'abord les principes, les idées. Il faut les fixer, il faut les respecter. Je répète, puisque c'est vous qui parlez tout à l'heure de conditions, l'une des conditions d'une bonne démocratie, c'est un idéal nous tendons vers, et puis quand on arrive à un certain stade, il ne faut pas perdre sa position, sa place. C'est de faciliter l'expression, c'est de permettre ceux qui s'opposent de s'opposer. Surtout que dans notre constitution, l'opposition gagne un certain statut constitutionnel. Mais dans le concret, on a du mal quand même à le vivre. Parce que si vous interrogez notre trajectoire démocratique, s'opposer au Sénégal et en Afrique devient difficile. Pourquoi? Mais devient difficile parce que c'est un jeu d'intérêt. L'intérêt général n'est pas le guide. Je crois que ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir, quand ils arrivent au pouvoir, c'est de renforcer la construction. C'est de se vanter, de dire, quand j'étais là, j'ai favorisé l'expression de ces grands principes. La démocratie, nous venons de loin. Nous sommes arrivés à un stade où ça peut être discuté. C'est le peuple qui décide. Alors si on ne met pas en avant, on ne cherche pas à respecter ces principes, quand on pense à son propre intérêt, quand on pense à son avenir, bien entendu, on ne fera pas attention à ces garde-fous. Et regardez de très près, examinez la situation. C'est à peu près la même chose. Ceux qui s'opposent, qui arrivent au pouvoir, c'est ceux qui détiendront le pouvoir, et c'est les autres qui redeviendront opposants. Et on se demande, mais pourquoi telle personne adopte un tel comportement, alors que quand elle était dans l'opposition, elle réclamait le respect de ses valeurs, de ses principes. Vous avez la réponse? La réponse, c'est lorsque, et je ne peux pas aller en détail, en profondeur, puisque je préfère rester sur les principes, c'est lorsque on met en avant un intérêt partisan. Il y a des mécanismes juridiques qui favorisent cela. Quand celui qui est censé faire respecter l'appareil étatique est en même temps chef de parti, chef de formation, il y a des difficultés à distinguer ces différents intérêts. Ceux qui s'opposent, qui cherchent à acquérir le pouvoir aussi, ont du mal à distinguer la quête de ce pouvoir avec des intérêts d'ordre personnel et le respect des institutions. Les institutions que je respecte ne favorisent pas ceux qui détiennent le pouvoir. Ne pensez pas que quand je fais preuve de citoyen, je donne l'exemple, que cela va arranger
celui qui est en face de moi, qui est mon adversaire. Ça vous valorise, ça vous met en avant. Vous êtes admiré pour ça. Si de chaque côté, on s'en fout des institutions, alors on ne cherche pas non plus à dire que c'est une question constitutionnelle, c'est une question institutionnelle, c'est un statut. Et regardez le statut qui l'emporte sur la personne. Je pense qu'on arrivera à cette confusion. Alors finalement, la démocratie est et reste un idéal, une conquête permanente. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'état de nos institutions? En démocratie, quelle est la place et le rôle des institutions pour une construction démocratique? Les institutions doivent être fortes. Oui. Malheureusement, ce sont les femmes et hommes qui feront en sorte que les institutions soient fortes. Et quand ces femmes et hommes mettent en avant leurs propres intérêts, pardonnez-moi de me répéter trop souvent parce qu'il est question de conflit entre l'intérêt général, prendre la hauteur, se soumettre au droit et l'intérêt particulier. Et quand l'intérêt partisan l'emporte, cela va fragiliser, affecter. Et quand on sent une mainmise d'un certain pouvoir, c'est ce qui fait que l'image, le crédit de l'autre pouvoir est affecté. On aura l'impression que tout se ramène en un seul pouvoir. Oui, vous êtes professeur de droit. Dans son caractère historicité, le Sénégal aujourd'hui a connu des étapes. Il nous faut nous interroger en comparant ce à quoi nous avons assisté et ce à quoi nous vivons aujourd'hui. Oui, Samba Thiam, oui, avec le recul, dites-nous, quelles sont véritablement les difficultés auxquelles notre démocratie est confrontée aujourd'hui? Alors nous risquons de tourner, de partir, de revenir et de rester sur le même point. Oui. Alors, tout le monde sait que le Sénégal a suivi des étapes fondamentales, fabuleuses pour acquérir un niveau en essayant de mettre ensemble plusieurs réalités, réalités culturelles, sociologiques, religieuses et cette tradition institutionnelle de l'État que nous avons hérité du colonisateur. Nous avons réussi à trouver un équilibre. On ne craint pas que le fait religieux l'emporte. L'État semble être diffus dans l'organisation familiale, mais il y a le jeu démocratique qui jouait, qui nous a permis d'arriver à ces alternances. Nous avons une crainte, nous sommes soucieux que nous ne puissions pas continuer à exprimer ces mêmes valeurs. Mais le caractère partisan, est-ce que ce n'est pas un élément déterminant qui quelque part expose notre démocratie? Je le répète et j'assume, je peux me tromper, c'est ce que j'ai dit, que ce qui fait qu'aujourd'hui on est très inquiet de risque de perdre nos acquis et que parfois le monde aussi s'inquiète, c'est parce que la manière de faire de la politique, l'élément partisan, l'intérêt partisan l'emporte, force le jeu démocratique. Si on est capable de faire respecter nos acquis, nos principes, de chaque côté, si on prend de la distance par rapport à l'État qui est censé être neutre, de chaque côté, ceux qui détiennent le pouvoir, qui dirigent, savent respecter les institutions, les valeurs. Ceux qui veulent conquérir le pouvoir aussi se disent ces institutions sont des institutions qui émanent d'un processus historique. Il n'y a pas lieu de détruire, il n'y a pas lieu de faire détruire. Je pense que nous arriverons. Et finalement, à qui imputer cette responsabilité? À nous qui Quand nous on disons. dit nous, il y a ceux qui cherchent à acquérir le pouvoir et le conserver, et d'autres qui cherchent également à justement conserver le pouvoir. Et c'est ce que j'ai dit, quand la personne, ses intérêts, sa vision, le souci de conserver des avantages l'emporte, bafouera forcément nos valeurs. Et finalement, nous risquons, et c'est ça qui est grave, nous risquons de semer le désordre. Nous risquons d'arriver à ce qu'on appelle, et quand on arrive à ce stade... Sommes-nous très loin du désordre?
pas beaucoup. Nous arriverons à ce que je vais appeler l'instabilité. Quand je parle de l'instabilité, c'est ça que j'appelle désordre. Désordre. Voilà, nous sommes sur une pente. Nous devons faire attention, nous devons nous ressaisir. Et au niveau de à tous les niveaux, Oui. Je m'adresse à toutes les personnes. Oui. Chaque catégorie, chaque formation, chaque personne doit se dire, en moi, il doit y avoir un facteur qui garantit la stabilité sociale. Alors finalement, interrogation sur notre système politique. Oui, le système présidentialiste aujourd'hui. Avez-vous l'impression que, beaucoup le disent, qu'il y a une trop forte concentration autour du chef de l'État en termes de pouvoir? C'est votre avis? Alors, vous m'amenez sur un terrain que je ne maîtrise pas beaucoup, puisque je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas politiste. Oui, mais au regard des faits, simplement. Oui, si nous en faisons une question de société, on sent effectivement que le président de la République concentre énormément de pouvoir. Dans les faits, on sent qu'il est trop présent. Dans les faits, on sent que le principe de la séparation des pouvoirs recouvre un tout petit peu le caractère utopique. Oui, et l'exemple d'Angor le justifie amplement, avec justement ce conflit de terre qui existe entre les populations et la gendarmerie. Finalement, il a fallu l'intervention du chef de l'État pour trouver une solution, tard dans la nuit. Oui, c'est pas normal que cela arrive au président de la République. Je ne maîtrise pas très bien ce dossier, je ne comprends pas. Mais au moins, avec du recul, pourquoi je ne comprends pas, c'est que la gendarmerie est une institution de la République. L'État détient le monopole. L'intérêt général, si l'État estime que cet espace doit être récupéré, c'est un plan stratégique. Non, je parle de la gendarmerie. La sécurité, pas pour ce milieu, mais c'est pour tout le pays. C'est stratégique. L'implantation d'une telle institution, ça ne se discute pas. Mais, si l'espace aussi a été réservé, a été dans les mains de la mairie, c'est la loi aussi qui dit qu'à tel espace pour pouvoir gérer, la mairie est une ville, est une personnalité comme l'État. Je pense que si l'État, encore une fois, son projet l'emporte, la mairie doit céder. Mais la mairie, si a précédé à des projets, à une activité, oui, dans le cadre de l'intérêt général, c'est nécessaire, il va falloir trouver un équilibre. Je pense que c'est ce qui a amené le chef de l'État, l'autorité supérieure, à essayer de concilier. Alors, mais cela m'a paru assez tardif. Il y a eu entre-temps des violences, il y a des situations regrettables. Dès le début, une analyse très rapide, une analyse objective aurait permis de régler le problème. Anticiper. C'est regrettable dans ce pays qu'il va falloir attendre qu'il y ait des morts, des violences, des situations difficilement rattrapables pour enfin trouver une solution. C'est triste. D'où nécessité de dialoguer dans une telle situation. Alors ce n'est même pas dans une telle situation, dans une situation générale, le dialogue d'abord doit reposer sur un préalable. Il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas, on ne discute pas. La loi, elle est claire, il y a des principes, des valeurs, il faut d'abord les respecter. Il faut se soumettre à ça. Mais en démocratie... De chaque côté. Oui, mais ça c'est le principe, mais en démocratie également. De chaque côté, il faut d'abord dire que ça, ce sont nos limites tous. C'est la loi, c'est dans l'intérêt général, on ne peut pas franchir. On met ça de côté. Il y a des choses qui nous reviennent parce qu'il faudra, ce sont les modalités d'exercice, sur ça peut se porter le dialogue. Mais il y a aujourd'hui intérêt de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un État, puisque de cette concentration-là génère des conflits également, selon qu'on soit de tel ou de tel autre côté. Finalement, l'État, la République, quel sens dans un État de droit? Monsieur le directeur général, de mon côté, il n'y a pas à redéfinir l'État. Il n'y a pas à replacer, à reconstruire. Les instruments sont là, les mécanismes sont là, la construction elle est bien faite.
ce sont encore une fois, qui dit État, dit appareil, dit un ensemble de services, dit des institutions. Mais ce sont les personnes, les femmes et hommes qui conduisent, qui font fonctionner l'État. Il leur appartient de respecter les fondements, les garde-fous. Oui, mais il nous faut des personnes dotées d'une certaine éthique, dotées d'une certaine foi, pour que vous voyez l'État garder sa position d'être supérieur auquel nous devons se soumettre. Vous craignez tout à l'heure qu'on en arrive à un désordre ou à une situation d'instabilité si nous ne nous y sommes pas. Aujourd'hui, la crainte, elle est fondée, me dites-vous, dans la mesure où le respect vis-à-vis des institutions pose problème. Dans un état normal, le dialogue est instauré dans les institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Conseil économique, social et environnemental, que ce soit le Haut Conseil des territoires. Mais aujourd'hui, est-ce que les institutions ont fini de montrer leurs limites ou est-ce que les responsables, les leaders en question posent problème dans justement les actes à poser? Mais c'est ce que j'ai dit, j'ai déjà exprimé mon point de vue. Oui. Un point de vue encore une fois. Oui. L'institution, elle est là. Oui. Elle est permanente. Oui. Au moment où on parle de dialogue, on parle de nécessité de dialogue. Oui, non, le dialogue, oui. Vous savez, oui. a un sens, oui. à un moment. Il y a, dès le début, il y a des prérequis, il y a des conditions préalables. Si on arrive à un certain moment où il y a une situation de basculement, de perturbation, de destruction d'un certain nombre de choses, de valeurs, si on arrive à acquérir certaines situations, s'il y a une personne qui l'emporte sur les autres et qui revient pour dire dialoguons, ça pose une difficulté. Et je rappelle que le parti politique est une institution. Le parti politique n'appartient à personne. Il faut qu'il y ait une démocratie au sein des partis politiques. Il faut qu'il y ait une liberté de s'exprimer. On a émis des idées, on a émis un programme, on a fondé. Il y a des femmes et hommes qui sont venus autour, qui s'y retrouvent. On fonde, ça appartient à tout le monde. Alors, il ne faut pas qu'une seule personne conduise le parti. Il ne faut pas qu'une seule personne décide, coupe, taille. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça nuit la démocratie. Ça nuit la démocratie. Mais alors, les institutions, on en parle aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Vous disiez tout à l'heure que le pouvoir arrête le pouvoir. En parlant du pouvoir judiciaire, mais qu'en est-il de l'Assemblée nationale comme pouvoir législatif? Mais disons la vérité, le principe est là. Les textes sont là. Oui. Mais le fonctionnement repose sur ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. Nous avons eu un peu de chance, si on peut appeler ça chance, qu'on arrive grâce justement à la quête de la démocratie, puisque l'expression du peuple, pour l'une des rares fois où l'égalité, à peu près, on a un partage au niveau de l'Assemblée nationale. Que les députés puissent s'exprimer librement et que l'opposition puisse avoir une place considérable. Mais avant cela, et même encore à peu près actuellement, il y a le phénomène majoritaire qui l'emporte. Quand je parle de phénomène majoritaire, je veux parler de l'intérêt partisan. Un peuple, un député du peuple, pardonnez-moi, il est au service du peuple. Il n'est pas au service d'un individu. Nous reviendrons à des vertus qu'on doit avoir pour que nos institutions demeurent suffisamment fortes. C'est l'indépendance, c'est la liberté. Je suis membre d'un parti, mais je suis libre, je suis indépendant. Je suis au niveau de l'Assemblée nationale, je suis député, je suis libre, je suis indépendant. Même si c'est le parti qui m'a porté au niveau de cette institution prestigieuse. Alors, un autre collègue à toi de Africa Jom Center, Aluntine, a parlé de déliquescence de notre démocratie. Quel est l'état de notre démocratie aujourd'hui? Vous avez évoqué l'état des droits de l'homme, mais qu'en est-il de l'état de notre démocratie? Alors, la démocratie, si on devait l'analyser, il y a des instruments, des vertus, une quête
qui l'avait amené à un niveau admirable. Oui. Vous n'avez jamais entendu au Sénégal parler de coup d'État. En un certain moment, le peuple s'est éveillé, s'est dit que le pouvoir m'appartient. Nous avons organisé des élections, et puis ce qui est remarquable au Sénégal, on peut avoir peur, on veut avoir une crainte, mais à l'approche des élections, avez-vous remarqué, la situation s'apaise, les Sénégalais ont cette culture de sortir et de voter. Et quand ça s'exprime, on voit que la démocratie s'est exprimée. Nous avons cet espoir que ça va se passer comme ça. Mais quand l'opposition n'a pas véritablement sa place, quand le fait de s'exprimer pose problème, quand le fait de faire la marche est contrôlé, quand toute personne qui s'exprime risque sa vie des deux côtés, quand vous parlez, vous êtes en train de vous exprimer, je suis en train de m'exprimer, si je suis écouté, un petit mot de trop, je risque de déplaire certaines personnes, pour ne pas dire de m'exposer, de risquer ma vie, parce que certains diront que je suis contre eux. Ça devient très inquiétant. Oui, pas normal dans une démocratie. On doit pouvoir s'exprimer librement. Oui, c'est le jeu simple en démocratie, l'expression plurielle, diverses et autres, mais sont des règles normales. Encore une fois, Baye, oui. J'admire ceux qui s'expriment librement en respectant la loi, la réglementation, les institutions. Alors, aujourd'hui, il y a un procès qui est attendu, qui oppose deux citoyens sénégalais. Vous avez suivi ce qui s'est déroulé à Ziguinchor pendant plusieurs jours. Oui, comment éviter de tels scénarios? Lorsque le message est très clair, que le procès concerne deux personnes. C'est incroyable hein, qu'un procès ait un tel impact, bouleverse tout un pays, paralyse un pays, il y a quelque chose d'anormal. On se dit d'ailleurs, est-ce que véritablement un simple procès? Est-ce que ce procès ne concerne que deux personnes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes derrière qui seraient intéressées par la marche de ce procès? Ça ne se comprend pas. On n'arrive pas à comprendre si c'est une personne qui se dit victime d'une infraction commise par une autre personne qui porte plainte. La justice doit fonctionner normalement. Il ne doit pas y avoir de violence. Il ne doit pas y avoir de marche. La personne qui est accusée doit venir se défendre, répondre à la justice. C'est aussi un symbole citoyen que de dire que je suis convoqué, je réponds à la justice. Je respecte les institutions de mon pays. Alors c'est tout à fait normal que quand on se dit victime, et puis surtout pour des femmes qui sont considérées comme étant des personnes vulnérables, en principe, qu'il y ait une attention particulière à toute plainte formulée par une personne vulnérable. Ça devait rester quelque chose d'individuel, de personnel. La violence ne s'explique pas. S'il y avait un message très clair, comme quoi ça n'a rien à voir avec un parti, ça n'a rien à voir avec le pays, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces violences. Et finalement, la machine judiciaire est mise en branle, que ce soit pour le procès en diffamation, que ce soit pour ce procès qui est attendu. Alors, de votre point de vue, comment amorcer pour qu'on en arrive à la paix? C'est-à-dire, comment éviter d'éventuels troubles? Deux choses permettent d'éviter. Oui. Et d'ailleurs, quand je dis deux choses, hein, je ne maîtrise pas très bien derrière ce qui se passe. Et je n'aime pas non plus parler sur la base d'une imagination. Mais je suis convaincu que deux choses permettraient d'éviter qu'il y ait des dérapages. La première chose, c'est que la justice doit montrer qu'elle mérite notre confiance, qu'elle juge en toute indépendance, qu'elle est libre. L'autre chose, que ceux qui sont poursuivis par la justice montrent que ça me concerne, ça ne concerne personne. Remarquerez que c'est la base de plainte que la justice a réagi, qu'il y a une réaction sociale. Si cela reste à ce niveau, si les personnes concernées répondent à la justice, écartent les autres,
il n'y aura pas de difficultés particulières. Mais si on amène ça au stade, à un autre stade, si des politiques s'y mêlent, ça aggrave la situation et ce n'est pas normal qu'il y ait une incidence aussi... Quelque part aussi, une réflexion s'impose. Professeur Samba Thiam, la politique mène à tout dans ce pays. Cette culture, cette façon de faire de la politique à la sénégalaise ne pose-t-il pas problème? Mais bien sûr, un parti politique a sa place très importante dans la société. Vous voyez que notre démocratie, ça marche, c'est grâce aux partis politiques, c'est grâce à la société civile. Des personnes qui ne se disent pas membres de partis politiques, qui ne soient pas des agents du côté de l'État et qui contribuent au développement. Parti politique est une institution. Oui. Si on respecte la façon de se conduire, la structuration, le fonctionnement d'un parti politique, le parti politique repose sur un régime démocratique, il n'y aura pas de difficultés particulières. Dernière question, la question de la gouvernance. Aujourd'hui, les populations, je vous parlais de cette jeunesse aujourd'hui, pour l'essentiel, ces jeunes sont confrontés à de multiples problèmes. Des problèmes non encore résolus depuis des siècles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a justement intérêt à questionner cette gouvernance publique et à quelle fin? Je pense que je suis d'ailleurs de ce bas peuple. Je suis des populations qui en demandent. Je suis originaire d'une région très loin de Dakar. Nous réclamons l'équité, nous réclamons l'accès à des services de base. Nous souffrons. Nous avons l'impression que la gouvernance va dans un seul sens. Nous avons l'impression qu'une minorité bénéficie, même s'il y a des avantages offerts par nos différentes gouvernances. C'est vrai qu'il y a une certaine amélioration, c'est vrai qu'il y a des travaux qui se font, et d'ailleurs ceux qui arrivent au pouvoir n'ont plus le choix. Dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils montrent qu'ils travaillent, mais derrière, ça reste beaucoup. Nous souffrons énormément. Peut-être qu'il y a une facette qui montre qu'on travaille, mais il va falloir qu'on dise à ceux qui nous gouvernent que de l'autre côté, nous ne voyons rien du tout. C'est ce qui explique que facilement, n'importe qui arriverait peut nous traîner avec lui. S'il s'agit d'un individu, d'une personne, elle peut nous emporter parce qu'elle aura mis l'accent sur ce qui nous fait mal, le mal de la société. Il va falloir que ceux qui gouvernent prêtent attention à la base. Est-ce qu'ils reçoivent les vrais messages? Il faut qu'ils descendent sur le terrain pour nous voir. Oui, il a été notre invité. Une question essentielle, c'est l'éminence ou la priorité de la question des droits humains. Une question essentielle, et vous êtes le président de l'ONDH, l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme. Oui, aujourd'hui, vous avez décidé de briser le silence pour vous adresser à l'opinion. Oui, votre dernier mot. Ça ne se négocie pas. Le respect des droits de l'homme, c'est impératif. Catégorique. Catégorique, ça ne se négocie pas. Il faut d'abord mettre en avant ces droits fondamentaux, ces libertés qui ont été conquises. Il faut montrer l'exemple. C'est joli, c'est beau. Si vous êtes sûr de vous-même, c'est de pouvoir dire que tout ce que nous faisons repose sur la liberté, sur l'égalité de tous. Oui, l'échéance prochaine, qui est devenue un enjeu principal, c'est les prochaines élections, la prochaine présidentielle. Là également nécessite un message fort. Le respect réciproque. Cette élection pratiquement arrivée est envisageable, peut se dérouler dans la paix s'il y a un respect réciproque. Que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre, d'appliquer les règles, respectent le peuple, respectent les populations, respectent leurs opinions, leur permettent de s'exprimer. Que ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir respectent les institutions. Et au peuple de trancher, l'heure est-il grave? Pas encore, mais il faudra faire attention. Et retenez aussi que la démocratie est entre vos mains.
À nous si tous, vous l'exercez avec à éthique. nous tous, comme vous le dites. Merci. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis avec notre invité ce dimanche, Samba Thiam. Samba Thiam est professeur agrégé de droit et actuellement le président de l'ONDH. L'ONDH, c'est l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme, avocat à la Cour, ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Merci et tous nos encouragements. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, gardez l'écoute sur la 98.5. Dans une poignée de secondes, ce sera au tour de Mordofé et son invité. Excellente suite, excellent dimanche. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé